Moi, je me rappelle de conversations avec des chercheurs en intelligence artificielle chez Meta, en 2015, il y a longtemps, 10 ans. Le mec, il a inventé des systèmes de traitement de l'image qui permettaient d'inverser le système de traitement de l'image des Tesla. Donc, il pouvait te dire, le piéton, c'est pas un piéton, c'est un arbre, et le trottoir, c'est la route, et la route, c'est le trottoir. Tu vois le truc ? Donc là, potentiellement, c'est très malicieux. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Si tu arrives avec un système d'une voiture autonome, tu peux techniquement la transformer en bélier qui écrase les gens sur la route, tu vois. Si je pousse le trait. C'était quoi son cheval de guerre, son dada, le mettre en open source, il a été mis en open source, cité je sais pas combien de centaines de fois, et corrigé, contrôlé. Donc dedans, dans le code, il y a eu plein de contrôles, plein de sécurités qui ont été mises. C'est pas un règlement européen qui peut rentrer dans cette technicité de toute façon. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Hugo Borenstein, cofondateur de Omi. Omi est une app de 3D qui permet aux marques d'automatiser la production de visuels produits. Bonjour Hugo. Salut Marc. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous parler de Omi et qu'est-ce que vous faites exactement ? En étant bref, j'imagine, tu veux pas que je sois trop long parce que c'est une grande histoire. Donc, Omi, c'est une app qui va faire ses 4 ans en mars, que j'ai cofondée avec mon frère Paul, qui part d'un besoin qu'ont les marques. Alors, tu travailles avec des marques, on en connaît tous. Les marques, le contenu visuel, c'est comme l'électricité pour elles en ont besoin tout le temps pour tous les réseaux, leur site e-commerce, leur campagne d'acquisition, leur magasin. Enfin bon, c'est vital et c'est quotidien comme besoin. Et avec mon frère, on s'est dit comment est-ce qu'on peut apporter une innovation en automatisant une partie de la génération de ces images qu'a donné Omi, qui est donc, tu l'as très bien dit, une app de 3D qui permet aux marques d'automatiser une partie de leur création de visuels photos et vidéos. Une de nos grosses innovations, c'est qu'on a la vidéo, qu'elles diffusent ensuite partout sur tous leurs réseaux. Donc à nouveau, leur Insta, leur CMS, leur Marketplace, même leur magasin. On est une équipe de 41. Je crois que j'ai le dernier chiffre à jour. Ça a grossi vite parce qu'on était 5 il y a à peine une année. Startup qui fonctionne sur de la levée de fonds, donc qui a eu une grande phase de recherche et de développement et puis qui est go-to-market depuis quelques mois maintenant. Ok. Alors, si on prend vraiment le process client de A à Z, le client arrive, il a un produit, il veut faire des visuels pour son marketing, etc. Tu as fait une liste exhaustive. Comment ça se passe ? Alors, si on prend tout le process client, ça part vraiment du pain qu'il a. Donc, en fait, il galère à avoir des visuels à l'heure, de qualité. Là, tu es en train de filmer ce podcast, donc on voit bien que c'est un métier, c'est compliqué, c'est professionnel de créer du contenu. Et donc, il est en galère. Il n'a pas de visuel pour sa dernière campagne, son lancement produit, faire un bundle, lancer un marché, contextualiser un contenu, etc. Donc, il vient vers nous avec son produit. On transforme son produit en objet 3D. Ça, on appelle ça la modélisation 3D. Je sais que tu aimes bien être technique, donc on peut poser plein de questions sur le sujet. C'est une méthode, nous, on utilise une variété de méthodes pour transformer le produit physique en objet 3D. Puis après, il est sur l'app, sur Omi. Donc nous, on n'est pas une agence, c'est vraiment un logiciel qui ensuite va générer du contenu en fonction des critères que rentre le client. Donc il va dire, ma plateforme de marque, c'est plutôt un style minimaliste dans les tons rose pâle. Et l'app va générer pour lui un flux continu de photos et de vidéos qu'il peut après éditer, il peut modifier et surtout distribuer pour alimenter ces différents canaux et atteindre ses objectifs. Le contenu, c'est le premier frein à la performance des marques. J'imagine qu'on va en parler, mais t'es un utilisateur d'Instagram, j'imagine. J'ai oublié de dire que j'ai passé avant ça 6 ans chez Meta où je m'occupais de plusieurs marchés. Peut-être que toi, tu n'utilises pas. C'est pas bien si tu n'utilises pas. Il faut qu'on t'ouvre un compte Instagram, mais je suis sûr que tu utilises. Et en fait, tu balayes tout le temps les contenus, toute la journée. Tu vois, tu as un fil d'actualité et tu fais que scroller. Donc, tu as un enjeu de volume et de maintenir ta qualité. Voilà. Nous, on règle ces 2 gros problèmes. Te proposer un volume de contenu de visuel photo qui soit de qualité hyper pro. La 3D, chez nous, c'est photoréaliste. Ça ressemble à une vraie photo. Ouais, donc si on compare un peu la version où on aurait donné ça à des professionnels qui vont modéliser de façon manuelle avec des outils comme Blender, etc. Vous êtes un éditeur un peu alternatif à ça, ou est-ce que à un moment donné, les gens peuvent décider de basculer sur Blender ? Comment est-ce que vous vivez en parallèle du monde des professionnels que vous automatisez d'une certaine façon ? C'est une super bonne question. Alors, nous, toute la techno, elle part d'énormément de papier en open source et on utilise notamment beaucoup de technologies Blender. Blender, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel pas de modélisation, mais de rendu 3D. Il y a une partie modélisation, mais surtout de rendu 3D. C'est un moteur de rendu en open source qui fête ses 20 ans. Je crois que c'est 96, c'est les années 95, donc ça commence à être vieux. Et que nous, on exploite. La différence principale, elle est dans l'absence de compétences techniques.
Donc nous, on équipe des e-commerce managers, des e-merchandising managers, des social media managers, donc vraiment des gens qui ont zéro compétence technique, qui savent pas prendre une photo, même avec leur iPhone. Le max du max de la compétence technique qu'ils peuvent avoir, et c'est pas toujours le cas, c'est Canva. Donc voilà, la première innovation, c'est une innovation produit. On a rendu ça super simple et tu n'as besoin d'aucune compétence technique. Tout le monde peut aller faire un essai gratuit sur notre site, sur omi.so, je fais une petite page de publicité, et puis tester l'app pour voir ce que ça donne. Besoin vraiment de zéro compétence ni en graphisme, ni même créatif. Tu n'as pas besoin d'avoir une idée. L'app génère de la créativité, des visuels différents en fonction de ton input branding pour toi. Et puis après, c'est que on est un one-stop shop de la création de visuels. Donc, on fait la photo, on fait la vidéo, on fait l'intégration d'un objet 3D sur ton site internet. Tu sais, parfois, tu as des expériences où tu peux manipuler, notamment sur mobile, un objet 3D directement depuis une fiche produit. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont powered by Omi. Et donc, voilà, la vraie innovation, c'est qu'on a rendu tout hyper simple et puis que tout est accessible à un prix imbattable. On est, par rapport à un photographe, 5-6 fois moins cher et par rapport à une agence 3D, 10, 20, 30 fois. Ça dépend à qui tu parles, moins cher. Alors, comment a démarré l'aventure? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier avec ton frère? Écoute, c'est une histoire que je raconte beaucoup en ce moment, on me pose beaucoup la question. Donc, je vais te raconter en détail. Déjà, c'est l'envie de travailler avec mon frère. Mon frère, lui, c'est un profil beaucoup plus technique. Moi, je suis un product et un sales guy. Et lui, c'est un développeur. Il est passé chez Zenly, qui est une boîte qui a été rachetée par Snap il y a quelques années. Et puis chez Payfit, que tout le monde connaît. J'espère que tout le monde utilise. Très belle boîte française. Et déjà, c'est l'envie de faire quelque chose ensemble, évidemment. Tu vois, quand on était gamin, on créait des jeux de société ensemble. On inventait 1000 histoires, 1000 aventures. Donc là, c'est grandeur nature. Donc évidemment, ça, c'est exceptionnel et c'est un plaisir quotidien qu'on a à travailler ensemble. Et puis, c'est le pain. Moi, quand j'étais chez Meta, j'avais la question tout le temps, mais littéralement tout le temps. Tu as des clients chez Meta qui investissent, certains, des plans médias, quasiment 1 milliard d'euros sur Meta. Quand tu mets 1 milliard d'euros en médias, en publicité, il faut suivre la cadence en production de contenu, parce que ça veut dire que tu as des centaines de campagnes, des milliers de variations de tes créas, etc. Donc c'est vraiment parti du pain publicitaire. Historiquement, on appelle ça la fatigue créative. C'est le fait qu'une pub, quand elle est trop distribuée, si toi, on te montre 15 fois la même pub, à la fin, tu vas même plus lui accorder une demi-seconde de temps, tu vas passer à autre chose. Et donc, il faut renouveler ton contenu sans cesse, il faut sans cesse innover visuellement. Et il n'y avait pas de solution, il y avait zéro solution. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Et puis après, le champ des possibles s'est élargi. Puisqu'aujourd'hui, le cas principal d'usage, c'est plus le social media, ça c'est le deuxième. C'est surtout le e-commerce, créer des fiches produits, créer des bundles produits, contextualiser ta bannière. Quand c'est Noël, tu mets pas la même bannière que quand c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, mais c'est vraiment parti, je pense qu'on là où on a été efficace et bon, ça a été de partir du pain utilisateur et de co-construire dès le début avec nos utilisateurs un vrai produit qui règle un vrai pain et pas un produit théorique qui règle un pain qui existe que dans ta tête, quoi. D'accord. Alors, vous avez décidé de vous focaliser sur ce produit. C'est vrai que, bon, il y a de la 3D, mais si on compare des choses équivalentes, on pense à toutes ces applications qui enlèvent le fond d'écran et, enfin, le background, et qui remplacent par des images qui mettent une ombre, etc. Je pense à Photoroom, à Clipdrop, etc. Oui. Vous avez une stratégie vraiment de niche là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette stratégie, vraiment l'aspect business? Écoute, c'est hyper intéressant parce que déjà, c'est un secteur où tu as de l'innovation de tous les côtés. Photoroom, alors maintenant les chiffres sont publics, 50 millions de revenus récurrents, c'est une success story incroyable. Ça fait ce que tu viens de dire, ça permet de créer du contenu à la volée simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as de l'innovation vraiment en haut du marché, au milieu du marché, en bas du marché. Photoroom, c'est le prosumer, tu vois, qui cible. Donc, c'est tu veux vendre ton pull ou ton jean en seconde main et tu veux faire une meilleure photo que devant ton mur. Tu le prends en photo, ça va t'enlever le fond et te remettre une ombre. Ça va faire un contenu qui est plus quali, donc qui va performer plus. Nous, on a d'abord une innovation de positionnement marketing. Nos clients, c'est Clarins, des marques de L'Oréal, Nestlé. Bon, il y en a plein. On a plus de 1000 marques abonnées, donc on a beaucoup de clients, mais qui sont up-market, donc ils sont vraiment soit le mid-market, soit ce qu'on appelle l'enterprise, des grands comptes. Et eux, la problématique qu'on règle, c'est celle que je t'ai décrite, donc le volume, la flexibilité, mais tu as un critère que si tu ne l'as pas craqué, tu ne peux pas servir ce segment, c'est la qualité. Et donc, les Photoroom et plein d'autres, en fait, c'est hyper intéressant pour le consommateur. Et tu vois, c'est des applications qui valent 40 € par an, donc c'est vraiment destiné au grand public. Et il n'y a pas cet enjeu de qualité parfaite. Nous, nos clients, ils ont besoin d'une qualité parfaite au pixel près. Les marques dont je t'ai parlé, c'est des marques sérieuses. Et en fait, leur asset principal, c'est vraiment la qualité de leur contenu et de leur image de marque. Nous, on permet ça parce que la 3D te donne une flexibilité complète. Donc, c'est pas juste, on fait semblant d'ajouter une ombre. C'est l'ombre est calculée en temps réel en fonction de où est-ce que tu as mis la lumière dans ta scène, est-ce que tu as mis un ciel bleu, est-ce que tu as mis un sous-bois dans une forêt, est-ce que tu es dans une salle de bain avec de la transparence partout, ou est-ce que tu es dans un bel appartement avec des fenêtres vers l'extérieur, etc. Donc, tu as une qualité et un contrôle absolu. Ça, c'est le premier point. C'est comme ça qu'on peut servir le haut du marché beaucoup plus efficacement. Et d'ailleurs, on ne croise jamais Photoroom parce que la qualité n'est pas suffisante pour ce segment-là. Le deuxième point, c'est que la 3 dimensions, la 3D, tu as toutes les dimensions.
Donc c'est comme là, tous les deux, on est assis ensemble et puis on a l'espace. Donc je peux me déplacer autour de toi, je peux me mettre au-dessus, etc. Ton produit, tu peux manipuler pareil. Tu peux te mettre au-dessus du produit, sur le côté, le coucher, le mettre en l'air, lui faire une animation 360. Tu as vraiment tous les angles et donc tu as une créativité qui est couplée à cette qualité dont je te parlais, en fait, décuplée, qui est une sorte de super pouvoir. Nous, notre business, c'est pas de faire des petits motion photos comme peut faire Photoroom. À nouveau, c'est exceptionnel ce que fait Photoroom, mais c'est pas du tout le même marché. Nous, c'est de remplacer la vraie photographie produit. Que tu ferais comme dans ce studio, on a de l'éclairage, on a des micros. Si tu veux faire ça pour un shoot produit, t'as besoin de toute une équipe, t'as besoin de gros moyens. Nous, on fait tomber cette barrière-là, couplée à ce que je t'ai dit sur la simplicité, l'absence de technicité ou de créativité. Puis après, je suis sûr que tu vas avoir des questions sur ça, mais t'as aussi le fait que la 3D, c'est l'interactivité. Et l'enjeu qu'ont les marques, d'ailleurs, là on parle des marques parce que nous c'est notre sujet, mais c'est le cas de tu vends un service en ligne, peu importe ton activité, ton enjeu principal c'est de supprimer la barrière entre toi et ton client qui est instaurée par l'écran. Quand je suis dans un magasin, le produit je peux le toucher, je peux le manipuler, je peux le sentir, je peux voir à quoi il ressemble. Quand je suis en ligne, j'ai une photo. Et souvent, j'ai pas grand-chose comme photo. J'ai pas forcément une photo de qualité parce que c'est très compliqué de produire du contenu de qualité. Imagine, tu vends des bouteilles, il faut que le reflet soit parfait, l'ombre soit bien placée, la transparence et tout, machin. Bon, 3D, tu fais ça en un clic et c'est toujours la bouteille parfaite. Et donc, tu peux aller encore plus loin avec la 3D parce que tu peux aller jusqu'à intégrer un objet 3D, on appelle ça une visionneuse 3D, sur ta page produit. Et donc, tu peux manipuler un objet à distance depuis ton téléphone. Et donc là, tu recrées de l'expérience client, de l'expérience d'achat, t'effaces une partie de cette distance que tu as avec ton prospect, avec ton client, et tu gamifies, tu vois, tu l'engages beaucoup plus dans ton parcours d'achat e-commerce. Donc voilà, c'est vraiment des technos différentes avec des avantages différents. Mais ce qui est super excitant, c'est que c'est un field où ça innove, mais matin, midi et soir. Tu as tous les jours une nouvelle boîte qui se lance. Donc nous, on adore parce que quand on s'est lancé en 2020, on était deux. Il y avait Photoroom qui était un peu plus vieux que nous et nous, quoi. Donc tu n'avais pas encore toute cette offre. Alors, si on prend un peu le pipeline techniquement de ce qui se passe chez vous, vous allez modéliser en 3D quelque chose qui a été photographié. Donc là, sur cette étape, on pourra en parler, mais il y a de l'IA. Oui. Éventuellement, vous allez introduire un décor à l'extérieur qui utilise de l'IA générative. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, le reste, c'est plus de l'IA, c'est de la modélisation 3D, c'est une ombre, une projection, une caméra, etc. C'est du Blender. Alors, c'est presque ça, pour te le remettre dans l'ordre. Donc, modéliser le produit, on peut le faire à partir d'une image. Là, on utilise des technos d'IA. Parfois, on le fait aussi à la main quand on parle d'un client hyper pointu, hyper précis. Ceux que je t'ai cités, par exemple, on va le faire manuellement parce que tu as besoin de ce contrôle-là parfait. Ouais. Nous, on est très fiers de ne pas outsourcer la modélisation des produits. Elle est faite en interne, elle est faite principalement à Paris et en Angleterre. On a 2 équipes, mais tout le monde est dans la boîte, donc ça, c'est un truc dont on est assez fiers parce que c'est pas facile en termes de coûts. On y est arrivé. Ouais. Ça peut être avec des techniques de photogrammétrie. Donc ça, en ce moment, tes auditeurs les plus chevronnés, ils ont suivi les Nerf, les Gaussian splatting, qui sont toutes ces nouvelles technologies qui permettent, à partir d'une projection de lumière, de reconstruire un objet. Nous, on investit beaucoup depuis très longtemps dessus. Pour les gamers dans ton audience, on travaille notamment avec le mec qui a scanné tous les assets de Last of Us 1 et 2, donc une espèce de monstre qui nous a pris... laisse tomber, je pense que c'est bon. C'est la discussion que j'ai mis le plus de temps à réussir à avoir et à le choper, mais on l'a chopé. Et donc, on a aussi un studio de scanning à Paris, qui est pas très loin, qui est à la chaussée d'Antin. Et donc ça, c'est plusieurs centaines de caméras qui capturent la lumière qui est projetée sur les produits pour les reconstruire. On a beaucoup de techno, beaucoup de recherche propriétaire. On a une équipe qui est dédiée depuis 2021 à ce sujet-là. Donc ça, c'est la partie transformation du produit en objet 3D. Et ensuite, il est sur l'app et nous, on fait plus rien. Là, c'est le client qui fait. Donc, on aimait bien dire avant, on le dit plus parce qu'on est plus que ça, mais qu'on était le canevas de la 3D. Ce qu'on veut dire quand on dit canevas de la 3D, c'est que, à nouveau, pas de compétences techniques, besoin d'aucune compétence créative, et c'est un système de template. Donc, tu arrives sur l'app, à nouveau, aller faire un test, comme sur Netflix, et tu as des milliers de templates en fonction de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu paramètres au début ton compte, et tu as ton produit dedans. Donc, tu arrives, tu as des milliers de templates avec ton produit dedans. Les templates chez nous, c'est un beau fond juste coloré, abstrait, avec un petit support ou un petit accessoire, comme une forêt exotique, comme la plage, comme un appart à New York, ce que tu veux, il n'y a aucune limite, grâce à la flexibilité dont on parlait, qui est permise par cette technologie. Et le client choisit ce qu'il veut faire. Donc, est-ce qu'il veut mettre ce produit-là, changer le produit, mettre plusieurs produits ensemble? Est-ce qu'il a besoin d'un format vertical? Ici, on est chez des pros de la vidéo, donc en story Insta, tu as besoin d'un format vertical. En YouTube, tu as besoin d'un format horizontal. Pour du Facebook ou en ads ou du Insta, tu vas avoir besoin d'un carré, d'un format portrait pour LinkedIn, etc. Donc, il exporte après dans toute sa suite de ratios. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, nous, on a une intervention au début sur onboarder le produit. Et alors après, évidemment, on a des équipes support, etc. Sur les opérations, sur le fait d'avoir l'acquisition du modèle 3D dans la meilleure condition,
Et en fait, le reste, après, autonomie complète du client, software. Alors évidemment, on a une équipe qui fait des formations, on a beaucoup de support, on a une académie, on a des tutos, etc. On lâche pas nos clients dans la nature parce que c'est quand même une révolution un peu... c'est copernicien, le truc. Quand tu dis à des gens qui sont habitués à avoir des photographes, des humains, tout ça, c'est terminé. Tu es tout seul avec ton ordinateur. Au début, tu bouscules les habitudes. Donc le but, c'est d'arriver à un résultat c'est de simplifier tellement le produit et l'expérience que l'utilisateur arrive à son résultat avec le moins de clics possible, le moins d'efforts possible. Et pour te donner une idée, c'est un chiffre qu'on n'a pas encore partagé, je te donne une toute petite exclue, mais on fait 10 000 rendus par mois. Les clients font 10 000 rendus sur l'app par mois, donc c'est un très très gros volume. Alors, quelle était la mise de départ pour lancer la boîte en termes de data? Comment est-ce qu'on construit un outil de modélisation 3D? C'est pas des données ultra courantes? Non. Écoute, encore une bonne question. Alors là, ça me ramène, tu me fais faire un flashback quelques années en arrière, en 2020. Écoute, nous, ce qu'on a fait, pour t'expliquer aussi comment on a structuré ça par rapport à l'histoire de la boîte. On ouvre la boîte le 9 mars 2020 avec mon frère. Tout feu, tout joie, l'excitation des premiers jours, etc. 16 mars 2020, c'est la guerre, confinement, Covid. Donc là, bon, ça te stoppe un peu dans ton euphorie. Plus rien ne se passe, tout ce qui est sujet de levée de fonds, etc., ça s'arrête, etc. Et donc, on s'est dit, OK, on va pas perdre une seule seconde et on va acquérir de la data et faire du business tout de suite. Et donc, on est allé go-to-market jour 3. Mais littéralement, jour 3, on est allé chercher nos premiers clients. Et d'abord, la première data, et je pense que ça vaut pour tous les gens qui nous écoutent, c'est un bon conseil, c'est... Parce qu'on peut vite se partir dans des choses théoriques, surtout quand on est sur de la data et qu'on essaie d'accomplir quelque chose. Il faut accomplir quelque chose qui règle un pain. Et nous, on est vraiment allé voir des clients, donc des startups. À l'époque, les startups qui cartonnaient, les Feed, les June cartonnent toujours. Et on leur a proposé de travailler pour eux gratuitement pour comprendre quelles étaient leurs problématiques. C'était vraiment la base numéro 1 de la data pour savoir ce qu'il fallait qu'on arrive à acquérir comme données. Parce que, comme tu dis au début, tu dis on va faire un logiciel de modélisation. Bah, tu sais pas par quel bout tu le prends et tu sais même pas de quoi tu es en train de parler. D'ailleurs, Paul et moi, mon frère et moi, mon associé et moi, si tu veux, au début, on a dû faire notre culture sur le sujet, quoi. Ouais. Donc, on est vraiment parti de zéro. Là, on a identifié les pains. Et après, on a scindé ces pains en datasets dont on avait besoin. Un, c'est quoi la nature du contenu que tu veux générer? Bon, là, tu as énormément de ressources en ligne. Tu peux scraper plein de trucs. Tu as aussi les ads managers qui sont ouverts. Tu peux aller t'inspirer. Tu peux aller regarder qu'est-ce que c'est une image marketing pour une marque. Et donc, ça te permet déjà de restreindre drastiquement le champ des possibles. Parce que quand tu pars et tu dis, je vais créer une app de 3D qui va autonomiser la production de visuels produits, en fait, c'est mignon. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Donc, tu as besoin de savoir c'est quoi l'objet que tu veux automatiser, sur lequel tu veux innover. Et donc, déjà, on a vraiment restreint à des types de contenus très précis. Donc, de la photo de packshot, de la vidéo simple avec des animations simples, etc. Et puis après, on est arrivé à un moment, un an après, où comme on avait tout de suite été go-to-market, on commençait à avoir un petit volume de contenu et on a pu commencer à traîner la data sur les contenus, les visuels qu'on générait à ce moment-là. Donc, on s'est mis à avoir de la data maison qu'on réinjectait. Alors, avec le recul, on est tellement loin de ça maintenant que ce dataset, il a périmé assez vite. Mais on a tout de suite pu enclencher la pompe, en fait, à data et puis récupérer des choses. Aujourd'hui, quand je te dis les 10 000 photos par mois, elles nous servent à traîner à grande échelle notre modèle. C'est-à-dire qu'on injecte en permanence ce qui est créé sur l'app. Ouais. Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce qui est téléchargé, qu'est-ce qui est pas téléchargé, dans quel ratio c'est exporté, est-ce que les gens ils font des stories ou des landscapes. On a appris plein de trucs. Moi, je pensais que tu veux principalement du landscape parce que tu peux redécouper dedans. La réalité, c'est que le winner absolu, c'est le carré. Et donc, en regardant cette data-là, on l'a réinjectée. Puis après, on a eu un parcours niveau levée de fonds qui a été sympa et donc on a pu structurer des équipes. On a pu vraiment investir sur à la fois sur le back et l'infra pour avoir de la data propre et puis sur notre capacité d'analytique par-dessus. Ok. Mais vraiment, mon conseil, c'est quand tu sais pas, faut être bête et méchant. C'est pas. Alors là, je suis pas en train d'expliquer comment boulonner la fusée pour l'envoyer, mais vraiment, il faut partir du pain, il faut partir de la base. Qu'est-ce que tu veux régler? Pourquoi tu cherches de la data? Parce que sinon, tu peux tellement t'éloigner vite et partir sur des chemins de traverse sur lesquels parfois tu trouves un autre business, une autre opportunité, mais souvent tu t'es juste éloigné de ton sujet et t'as rien fait, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que les avancées technologiques récentes, les ChatGPT par exemple, les Stable Diffusion modèles de l'autre, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous êtes créé en 2020, donc avant les grandes avancées dont je viens de parler. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, pas vraiment avant les grandes avancées. En fait, avant les grandes avancées dans ces produits-là qui sont devenus grand public, ça évidemment, tu as raison. Il n'y avait pas de ChatGPT à cette époque-là, mais moi, j'avais eu la chance de travailler avec les chercheurs en intelligence artificielle de Meta, parce qu'on avait ouvert à l'époque, quand j'étais adjoint du vice-président Europe de Meta, le laboratoire d'intelligence artificielle de Meta à Paris, qui est passé de 3 chercheurs à 60 chercheurs. Et moi, ça m'a tout le temps fasciné, si tu veux, ces discussions que j'avais avec eux. Et donc, en fait, on a eu l'œil dessus très tôt.
via ce qu'on a vu là-bas, parce qu'ils nous expliquaient, mon frère et moi, on les rencontrait tout le temps, et ils étaient déjà sur ces recherches-là. D'ailleurs, je me rappelle, quand tu as eu ces technologies qui maintenant sont assez standards, qui permettent de détourer le fond, dont tu parlais tout à l'heure, Photoroom le fait, mais tu as plein d'autres apps, Canva le fait, tu en as plein d'autres qui le font. C'est un papier en open source qui était là depuis 10 ans, qui était très très vieux en fait, tu vois, qui s'est mis à être exploité. Donc c'est des technos qui sont là depuis longtemps. Nous, on a fait un choix conscient, stratégique de partir sur la 3D et pas la 2D, justement en voyant tout le début d'innovation commencer à avoir sur la 2D. Parce que Photoroom, leur force, c'est qu'au niveau distribution de l'app et au niveau produit, c'est des monstres, c'est des tueurs, c'est une des meilleures équipes en France. Mais la tech derrière, c'est beaucoup d'open source. Et aujourd'hui, tu vois tous les jours des mini Photoroom qui se lancent. Donc l'enjeu, c'est d'être le meilleur sur l'exécution. Ouais. Nous, on s'est dit, on va essayer quand même de développer une barrière, une défensabilité plus forte en partant sur une autre techno. Alors, sur laquelle il y avait beaucoup moins d'open source à l'époque, qui a été la 3D. Et depuis, effectivement, il y a eu énormément de choses. Donc nous, on est surexcité, je peux pas te le dire autrement. Ça tire le marché, ça a éduqué tous les clients. Maintenant, tout le monde comprend que tu peux générer des très belles images sans contraintes physiques classiques d'un shoot. Et ça change la trajectoire de la boîte tous les mois. C'est-à-dire qu'on a une équipe de recherche et de développement pour vraiment rester à la pointe de ce qui se passe. Tu parles de Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est le modèle d'open source que l'on a utilisé pour l'ensemble de nos modèles d'IA propriétaires. On a notamment un modèle d'IA qui permet de générer des textures 3D avec Stable Diffusion. Donc, on a spécialisé par-dessus une couche 3D. Stable Diffusion génère une photo 2D et nous, on la transforme en texture 3D avec les reflets, la transparence, le relief, etc. Donc, voilà, on a utilisé ces technos-là. Elles nous portent, elles nous poussent vraiment. Bon, après, Stable Diffusion, est-ce que tu fais du Stable Diffusion ou autre chose ? Je trouve que Stable Diffusion ne porte pas très bien son nom parce que c'est une boîte qui, en termes de leadership, d'organisation, est très instable et je pense qu'elle va avoir un sujet dans pas longtemps, mais on reste très tactique et on exploite ces papiers dès qu'on voit un intérêt à travers un seul prisme qui est l'intérêt utilisateur. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'usage de l'utilisateur ? On fait pas de l'IA pour faire de l'IA, ça, c'est une mode et c'est pas très intéressant. Est-ce que je règle un pain ? Donc oui, si en 2 clics, je peux générer des textures de bois hyper réalistes, hyper quali, que je pourrais jamais photographier dans la réalité, ça, c'est une vraie feature, c'est un vrai produit. Ouais. Alors, tu as parlé de Stable Diffusion et d'open source, pas mal. Quel est l'état des lieux de l'open source dans la 3D ? Est-ce que l'état de l'art est public ? Est-ce qu'il est publié ? Est-ce qu'on a plutôt des gens qui ont verrouillé les meilleurs modèles pour eux ? Ça, c'est l'enjeu. On en parlait avant le podcast sur la régulation. L'open source, c'est la meilleure sécurité. Et derrière la question que tu poses, la question que tu dis, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui se gardent des cheat codes dans la poche ou est-ce que tout est vraiment public ? C'est un avis très personnel, donc il vaut ce qu'il vaut. Ça se trouve, il vaut rien. Et puis dans 3 mois, tu me rediras, tu vas dire, t'es gouré. Probable. Sur la 3D, tu as de la technologie dans le scanning. Elle est portée par LiDAR, donc elle est portée dans les derniers iPhones. Tu as des scanners intégrés dans cette caméra-là qui te permettent d'acquérir un objet 3D. Il y a énormément de limites, tu peux pas acquérir un objet transparent, un objet qui reflète, etc. Mais déjà, je pourrais scanner quasiment cette chaise. Elle a plein de features dessus, je peux l'acquérir. Donc, le fait que tu aies une caméra qui permette du scanning dans l'iPhone, déjà, ça veut dire que tu as une limite hardware qui est tombée. Et ça a permis énormément de développement, et notamment l'émergence de plein de papiers en open source. Donc là-dedans, tu as une littérature foisonnante. Ceux qui veulent creuser, vous tapez Gaussian Splatting sur Twitter ou Nerf sur Twitter, vous allez voir, c'est fou. Et ça bouge à la demi-journée. Enfin, sans déconner, ce que j'ai vu ce matin sur Twitter, c'est pas ce que je verrai demain. Donc là, c'est hyper excitant. Nous, on veut pas développer de choses propriétaires sur ça. On va juste utiliser les meilleurs papiers qui seront là. Mais si tu veux, il y a une telle traction dans le field qu'on se dit, OK, il y a des gens qui vont le faire très bien et mieux que nous. Et on exploitera le winner de cette partie technologique. Après, sur la génération d'images, c'est une autre histoire. Tu as vu Sora, évidemment, donc l'intelligence artificielle générative de vidéos d'OpenAI qui vient d'annoncer, qui a fait évidemment grand bruit. La dernière rumeur, là, de gens bien informés, c'est qu'il est traîné sur de l'image 3D. Donc, ils l'ont pas traîné le modèle sur une vraie vidéo, mais ils l'ont traîné sur des vidéos générées dans Unreal Engine, qui est le moteur de computer graphics le plus répandu dans les jeux vidéo, le plus réaliste. Qui est moins ouvert que Blender, mais qui est vraiment d'une qualité bluffante sur le réalisme. Et donc, tu vois quand même que les grandes IA se basent beaucoup sur la 3D. Et nous, on a regardé avec l'équipe en détail les vidéos qu'ils ont partagées. Ils n'ont pas partagé grand-chose. Ils ont fait un gros coup de com' pour l'instant. On n'a pas vu le produit, personne n'a pu tester. Mais oui, c'est de la 3D, en fait. À 100%, c'est de l'image générique. Donc, c'est rigolo de voir que même ces grands acteurs s'en servent. Puis, pour répondre, je suis un peu long, mais si je réponds à ta question originelle, t'as des mecs, des fous. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Les mecs qui ont fondé Blender, c'est des fous. Les gars, ils avaient une Rolls entre les mains, ils se sont dit non, on fera en open source. Et sans revenus, ils sont 17, je crois, chez Blender. Enfin, tu vois, et ça, c'est une équipe, franchement, il faut saluer le courage, moi, je trouve, de ces mecs-là, de se dire, OK, on va passer 20 ans sur le développement d'un logiciel 3D hyper complexe, on va le mettre en open source. Donc non, c'est assez, pour te répondre, c'est assez horizontalisé. Ouais, mais alors,
Quel est le débouché de l'open source business? Parce que c'est vrai que la façon dont tu le décris, ça a l'air d'être vraiment... c'est un don de soi, c'est un vœu de pauvreté, c'est de faire de l'open source. Oui. Est-ce qu'il y a de la place pour des business models qui font de l'open source? Ça, c'est une très bonne question. Alors là, on peut passer 3 heures. Je pense que tu as quand même des fous. Tu dis le vœu de pauvreté, etc. Les mecs de Blender, tu vois, le revenu de Blender, c'est quelques poignées de millions basés sur les dons, quoi. Ouais. Les mecs, ils y sont depuis 25 ans. Donc, tu as des gens, quand même, dont c'est la mission. Ouais. Et moi, qui t'en connais aussi beaucoup travaillé avec des chercheurs en machine learning, en intelligence artificielle, c'est des gens qui sont dans cette démarche. Ils ne sont pas dans une démarche commerciale. Ils sont dans une démarche de faire avancer la science et la recherche. Et paradoxalement, c'est les profils qui valent le plus cher sur un marché. Tu vas embaucher un talent de ces métiers-là, non, c'est des packages qui n'existent pas dans la vraie vie. Ouais. Donc, tu as quand même, je pense, encore cette philosophie-là. Moi, je le vois même dans notre équipe d'ingénieurs qui est pilotée par mon frère, notre CTO, par Paul. Bah, tu as quand même énormément de mecs qui tiennent beaucoup à ça, quoi, au fait que ça reste en open source, que ce soit pas commercialisé, que ce soit vraiment à des fins de recherche. Le vrai sujet pour moi derrière ta question, c'est la privatisation de l'open source. Je connais peu de boîtes aussi mal nommées qu'OpenAI. OpenAI, pour open source, qui a juste 100% privatisé un projet qui devait être non lucratif, sous l'impulsion de Microsoft, si on résume dans les grandes lignes. Donc, c'est une vraie question que tu poses. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un intermédiaire. Je pense qu'il y a le don de son intelligence, le don de sa production intellectuelle. C'est l'open source originelle, elle sera toujours là. Et après, tu as le business. Et de la même façon qu'il a toujours été là, il sera toujours là. Donc, bon, à ma question, tu as répondu notamment le recrutement. D'une certaine façon, voilà, l'incentive de l'open source, c'est de recruter des monstres. Oui. Mais chez Meta, bon, le recrutement, c'en est un sacré incentive pour eux. Meta, ils tirent le monde de l'IA avec de l'open source aujourd'hui. Ils ont une production qui est colossale et ils publient tout. C'est à leur honneur, c'est à leur crédit, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ils jettent de l'argent par la fenêtre. Tu penses pas qu'il y a derrière ça, il y a un business, un intérêt pour eux? Tu sais, moi j'ai eu la chance de travailler un peu avec Mark Zuckerberg. Je pense qu'il est dans une démarche, lui, pas que business, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense qu'il y a une partie de ce que tu entends sur lui, sur l'initiative originelle qui est derrière Facebook, qui est honnête de connexion, tu vois, de permettre plus de communication, de plus fluidité. Et je pense qu'il prend date devant l'histoire quand il fait ça. Je pense qu'il se dit, OK, moi je veux pas être le méchant. Je veux pas être Sam Altman, parce que Sam Altman, je pense qu'on s'en rappellera comme d'un grand méchant. Et Zuck et Meta, et le leadership de Meta, bah, ils ont commit, ils ont signé des papiers, ils ont fait des promesses, des pledges, en disant que ça resterait open source. Je pense que leur intérêt, il est sur la bataille des talents. Parce que quand tu dis, moi, je vais pas faire de l'open source, mais je vais privatiser les modèles et les commercialiser, à nouveau, tu te prives de tout un pool de talents, de mecs en intelligence artificielle, qui ont poussé ces très beaux cerveaux qu'ils ont dans ces métiers-là parce qu'ils ne veulent pas avoir une démarche commerciale. Et ils ont une démarche de recherche, et de recherche fondamentale. Donc, il ne doit pas avoir d'application forcément business. Donc, l'intérêt de Meta, c'est de dire, tous ceux qui sont de bonne volonté sur l'open source, vous êtes à la maison chez nous, et vous n'êtes pas dans l'antre des mecs qui vont commercialiser. Cela étant, évidemment, Meta ne fait rien gratuitement. On a vu les résultats de Meta récemment. Tout ça est derrière quand même exploité dans leurs produits en priorité. Enfin bon, ça me choque pas. Tu fais de la recherche, tu la mets en open source, tu l'exploites toi, tu as le droit. Oui, et tu as accès à ceux qui l'ont écrit pour, on va dire, du consulting, entre guillemets, interne. Ouais, de l'intégration, du dev. Moi, je trouve que c'est honnête, tu vois, c'est normal. Bien sûr. Ils y dépensent, ils y investissent beaucoup d'argent. C'est des dizaines de milliards. Donc, c'est pas volé. Non. J'espère que mes ex-camarades de Meta vont écouter ce podcast, parce que je suis gentil avec eux quand même. Alors, comment est-ce que vous faites évoluer tu nous as dit que vous leveragez un peu la donnée utilisateur au fur et à mesure. Comment est-ce que vous faites évoluer vos modèles au fur et à mesure? Et comment est-ce que vous évaluez surtout la qualité des modèles? Je vois un domaine, encore une fois, où le rendu, c'est est-ce que ça plaît à l'œil ou pas? Et c'est très dur de mettre un chiffre sur est-ce que ça plaît à l'œil. Ça a été un des énormes chantiers qu'on a fait l'année dernière. Donc, comment est-ce qu'on reste vigilant et puis bien flexible sur le sujet? On passe notre temps à réfléchir à comment on peut s'auto-disrupter. Donc, on a la majorité de notre équipe, sur les 40, c'est une équipe technique, avec de la recherche qui passe son temps à chercher comment on peut casser notre modèle, faire mieux, explorer de nouvelles opportunités. Et ça fait des bébés, comme celui dont je t'ai parlé sur les textures, qui est un accident. Et comme on est à l'application layer, comme on est vraiment là, on applique ces technologies-là dans un produit, en fait, on a une vue d'ensemble de tout ce qui se passe qui est exceptionnelle, et on n'est pas lié à une techno ou à une autre. On peut changer, et on a changé régulièrement
de moteurs de rendu, d'infrastructures cloud, d'open source en IA pour la partie générative. Donc ça, c'est le premier truc, c'est juste un philosophique et management, c'est impulsé par Paul et moi, et c'est de dire, on doit toujours chercher, on n'est pas arrivé. On joue à un jeu qui est excitant, mais qui est dangereux, donc il faut qu'on soit toujours vigilant. Ça, c'est le premier principe. Et puis 2, ça c'est une très bonne question, c'était le chantier de l'année dernière, comment t'évalues l'impact de ce que tu as fait, est-ce que ça a marché? Quand tu es au layer applicatif, ce qui est formidable, c'est que tu as des utilisateurs. Donc, tu n'as pas des lecteurs d'un papier en open source, tu as des utilisateurs. Nous, on a des milliers et des milliers d'utilisateurs. Et donc, on sait s'ils utilisent ces produits ou s'ils ne les utilisent pas. L'outil de texture dont je viens de te parler, c'est un carton. C'est 50% en moins de 2 mois de la base qu'il a utilisé, donc c'est énorme. Et donc, on a ce fil de est-ce que c'est utilisé? Et c'est de façon philosophiquement comme ça qu'on attaque le produit. C'est un conseil que je donne à tous les gens qui font du produit. C'est partez du pain et puis vous vérifiez que c'est utilisé. Parce que si vous avez construit un truc, ça semble basique, hein, mais beaucoup de gens le font pas. Si tu as construit un énorme truc dans ta tête, tu es intelligent, donc tu l'as poussé, tu as construit un raisonnement, c'est logique, c'est rationnel, il n'y a pas de problème, et après le marché l'utilise pas, tu as juste ta réponse. Le marché n'en veut pas. C'est pas grave. Mais il faut juste tout de suite se remettre sur ses pieds et puis partir dans une autre direction. Et le plus tôt tu testes, nous, on dit il faut faire des V0. On fait que des V0. Même pas une V1. Tu dois lancer le truc, même s'il est flingué, même s'il marche pas. Regardez Sora d'OpenAI, les mecs, ils ont cassé Twitter pendant 3 jours. On n'a rien vu. Et ils disent, c'est pas tout de suite. Franchement, ils ont testé. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont pris la pole position. Parce que quand tu écoutes les grands chercheurs en IA, les LLM et les modèles génératifs sont là depuis très longtemps. Et ils te disent, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'ils l'ont mis dans les mains des gens et qu'en marketing, ils sont meilleurs. Donc c'est une bonne leçon à tirer de l'histoire récente des 18 derniers mois avec OpenAI et ChatGPT et puis toute la suite. Alors du coup, sur toutes ces données que vous avez sur l'utilisateur, qu'est-ce que tu peux nous dire quelle est l'appétence du marché sur les visuels? Est-ce que les gens veulent des paysages de plage ou est-ce que c'est quoi les tendances en gros? Alors, on s'éloigne dans une tendance, ça s'intéressera les plus marketing de ton audience. Il y a pendant des années, moi j'en ai beaucoup parlé, on te disait réutilise tes assets. D'un réseau à l'autre, etc. Nous, ce qu'on voit, c'est que comme maintenant tu as des outils qui te permettent de faire de la création par réseau, le recyclage d'assets, il est en train de prendre un petit coup dans l'aile. Donc, ils ont vraiment une strate pour Insta qui est différente pour LinkedIn, pour TikTok, pour leur réseau. Pour leur marketing. Ça, c'est intéressant. Les assets, tu les recycles de moins en moins. Alors, attention, parce que là, je vous parle de marques, on a compris, sophistiquées, etc. Si vous êtes au début, vous êtes dans les 3 premières années, vous êtes en train de cranter votre marché, etc., il n'y a aucun problème à utiliser vos assets. Allez-y, tout va bien. Mais ceux qui ont les moyens et puis qui ont le temps, en fait, voilà, par secteur, ils vont créer des contenus. Donc, nous, on voit vraiment des espèces on appelle ça des brand kits, mais de mini-marques sous les marques, tu vois, par réseau qui s'adaptent au code du réseau. Tu parles pas pareil sur TikTok que sur LinkedIn. Bon. Ça, c'est le premier truc. 2, on voit l'explosion, mais quand je te dis l'explosion, c'est exponentiel chez nous, de la vidéo. C'est un truc de fou. Et ça a été démocratisé de plus en plus. Tu as eu la vidéo 2D, les canevas, etc. Et puis maintenant, tu arrives sur de la vraie vidéo produite. Tu pourrais pas produire à part avec à nouveau un gros moyen et un gros setup technique logistique que tu peux créer tout seul maintenant. Donc ça, c'est vraiment 2 tendances très structurelles qu'on voit. Ouais, c'est les 2 que j'ai de tête comme ça sur la data, ce qu'on a vu récemment, nous. Alors, tu me parlais un peu de ton opinion. Comment est-ce que tu fais, selon toi, émerger les prochains champions IA? Question piège? Non, question... Vraie question. Écoute, moi, j'ai un point de vue un peu dissonant par rapport à ce que tu entends. On m'interroge beaucoup dessus souvent. Déjà, tu les régules pas. Voilà. Et nous, le premier truc qu'on fait en Europe, c'est qu'on va créer une nouvelle génération d'entreprises et le lendemain, on régule. Les actes, le machin, le truc, le bidule, on est les premiers à dégainer pour réguler. Mais la réalité, c'est que dans les leaders tech et IA, sur les 50 plus gros sur la planète, 84%, c'est les Américains. Et pourquoi? Parce que l'État est derrière ces entreprises. Et il n'y a pas de régulation au lendemain d'une innovation. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle s'est faite aux États-Unis, pour partir en Asie, mais énormément aux États-Unis, parce que ça a été très permissif pendant 30 ans. Donc, mon premier truc, c'est laissez-nous innover, laissez-nous appliquer, laissez-nous chercher. C'est un enjeu de souveraineté essentiel. Celui qui contrôlera l'IA, qui contrôlera la data qui est injectée dans l'IA, contrôlera la nouvelle page d'Internet qui est en train de s'écrire et donc contrôlera une grande partie de notre économie. C'est pas un enjeu léger, c'est pas pour faire de la com, parce que les hauts commissaires européens, ça les éclate de passer devant les appareils photo. C'est un enjeu business, économique, politique et de souveraineté. Donc, premièrement, pas de régulation opportuniste et pas de régulation quand on est le seul continent qui régule
Parce qu'il y a les Américains, les Asiatiques, les Russes, les Africains qui sont meilleurs, de plus en plus bons sur le sujet, qui ont un pool de talent de dingue. Ils régulent pas, c'est open bar. Et là, on n'est pas du tout dans la phase de régulation. D'autant que le contre-argument, c'est de dire oui, mais il peut y avoir des deepfakes, des usurpations d'identité, etc. Tout ça est déjà régulé. Tu fais de la fausse information, t'es condamné. Tu fais de la diffamation, t'es condamné. Tu fais du terrorisme, t'es condamné. Donc il y a déjà un cadre légal pour ça. Faut pas condamner la technologie, il faut condamner son application. Et après, ce qu'on fait bien à l'inverse, et ça, c'est tout à l'honneur du secteur privé, et c'est tout à l'honneur, ils n'aiment pas être cités, on va pas le faire, mais de certaines grandes fortunes françaises, d'investir massivement dedans. Massivement. Voilà, Mistral, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même un énorme investissement qui nous met sur la carte, parce que t'as pas Mistral, bah, l'Europe, elle est aux bananes, hein, elle est dans les fraises sur le sujet. Donc c'est ça, laissez-nous innover, ne mettez pas un cadre juridique, légal, préemptif, laissez-nous travailler. Et puis, continuez d'investir comme vous faites. Et là, pour le coup, c'est le public qui est défaillant, mais le privé, il est plus qu'au rendez-vous. Les personnes dont je te parle, elles savent consciemment qu'il y a 99,99999% de chances qu'elles ne revoient jamais leur argent. Mais elles sont dans une démarche de préserver notre souveraineté sur le sujet. Alors, quel est le niveau de régulation qu'il faut mettre sur l'IA pour toi ? Moi, je suis d'avis de le mettre très bas. Je considère que l'IA, on en a parlé, la seule régulation, ça doit être la publication en open source des innovations. Moi, je le ferais comme ça. Alors, je ne suis pas commissaire européen, mais si je devais réguler, je dirais une innovation, un papier qui présente une vraie innovation qui n'est pas encore connue, doit être en open source pendant tant de temps. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu as tout le monde qui va se servir dedans, qui va le corriger, qui va le compléter, qui va travailler dessus. C'est ce qui se passe depuis 30 ans dans l'intelligence artificielle. Les chercheurs, ils ne font que faire de l'open source. Et la réflexion consciente de leur part, c'est de dire, plutôt que d'être dans des chapelles individuelles, on met tout en commun et on regarde ensemble pour pousser le marché, pousser l'innovation. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne à cette philosophie originelle parce qu'à nouveau, ça a 20-30 ans, c'est pas 2022. Le régulateur, il se réveille en 2022, mais c'est vieux, ça fonctionnait. Est-ce qu'on a vu des campagnes de deepfake renverser un gouvernement depuis ? Non, parce que c'est surveillé par d'autres instances. Donc, sur la technologie, forcer l'open source, s'assurer qu'elle est respectée, c'est la question que tu posais, faire en sorte qu'on n'ait pas des bastions genre OpenAI où tout est privatisé, mais que tout soit vraiment en open source, avec pour moi un critère qui est de dire c'est nouveau, ça doit être en open source dans le domaine public, si je résume, pendant tel délai, et ensuite faire appliquer la loi qui est déjà là. Demain, une IA qui permet de faire de l'usurpation d'identité, il faut sanctionner les mecs qui s'en servent pour faire de l'usurpation d'identité. C'est dans le code pénal, l'usurpation d'identité. Pas besoin d'une nouvelle loi. Ouais, c'est marrant parce que sur le monde de la recherche, typiquement, l'open source, c'est pas quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui a été finalement imposé par une chose, qui est que un papier qui ne publie pas son code est un papier qui est moins fiable. Et on a vu trop de chercheurs mettre la poussière sous le tapis. Et donc finalement, c'est venu dans le monde de la recherche qu'un papier qui n'a pas publié sa source n'est pas un bon papier. Et donc les choses se sont faites d'elles-mêmes. Finalement, voilà. Ça fonctionnait tout seul. Quel serait l'équivalent régulatoire Ce que je te dis, t'assurer que ça, c'est toujours le cas. C'est pas optionnel, c'est pas peut-être, c'est obligatoire. Tu es une entreprise d'intelligence artificielle, tu fais de la production de papier en IA, tu dois mettre en open source tout ce qui est nouveau. Ce qui est là depuis longtemps, c'est déjà là, d'accord. Mais tout ce qui est nouveau, pendant un délai à fixer, j'en sais rien, moi je suis pas régulateur à nouveau, mais pour que tes pairs puissent regarder et compléter. Moi, je me rappelle de conversations avec des chercheurs en intelligence artificielle chez Meta, en 2015, il y a longtemps, 10 ans. Le mec, il a inventé des systèmes de traitement de l'image qui permettaient d'inverser le système de traitement de l'image des Tesla. Donc, il pouvait te dire, le piéton, c'est pas un piéton, c'est un arbre, et le trottoir, c'est la route, et la route, c'est le trottoir. Tu vois le truc ? Donc là, potentiellement, c'est très malicieux. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Si tu arrives avec un système d'une voiture autonome, tu peux techniquement la transformer en bélier qui écrase les gens sur la route, tu vois, si je pousse le trait. C'était quoi son cheval de guerre, son dada, le mettre en open source, il a été mis en open source, cité je sais pas combien de centaines de fois, et corrigé, contrôlé. Donc dedans, dans le code, il y a eu plein de contrôles, plein de sécurités qui ont été mises. C'est pas un règlement européen qui peut rentrer dans cette technicité de toute façon. Non, c'est sûr. C'est sûr. Juste pour compléter, je suis d'avis qu'on laisse le marché s'auto-réguler sur ce sujet, si je résume en une phrase. Voilà. Ça marchait très bien, je vois pas pourquoi on changerait un équilibre qui était pérenne. Si on fait un pas en arrière et on revient un peu plus sur le produit, la roadmap de ta startup, est-ce que tu as des erreurs que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps dans une roadmap produit en général ? Ouais, j'ai plein d'erreurs. Laquelle j'ai envie de raconter devant un micro ? Elle est bien la question encore. Non, je reviendrai à ce que j'ai dit, c'est-à-dire de ne pas partir d'un pain, de partir d'une théorie. Il faut partir de la pratique, il faut partir de la réalité. Ça fait perdre beaucoup de temps au début, parce qu'après,
Tu le fais une fois, 2 fois, tu as perdu 12, 14 mois, tu as capté très vite et tu le fais plus. Donc tu prends vite le pli. Mais si vous pouvez vous économiser ce temps-là au début, que nous on a économisé, par défaut parce qu'on n'a pas eu le choix, faites-le. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire confrontez-vous tout de suite au marché, confrontez-vous tout de suite à votre utilisateur, à votre client. N'évitez pas ça. Voilà. Dès que vous avez un début de traction, un début d'utilisation, réassessez. C'est pas parce qu'une fois vous l'avez fait dans les 6 premiers mois que c'est bon, vous avez fait le boulot. C'est tous les jours, c'est quotidien. Moi, tous les jours, j'écoute des calls clients. Tous les jours, je suis dans des meetings clients, des meetings utilisateurs. J'écoute ce que me dit le marché tous les jours. Et la boîte entière fait ça. Donc, c'est ce qu'a fait notre force, notre vitesse, donc, qui a été, on a fait des grosses croissances, donc qui a été forte. Et puis après, la plus grosse erreur, mais je crois qu'elle est courante, c'est dans le recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, le point de départ, c'est que vous avez un problème. Donc, vous n'arrivez pas à régler un sujet. Vous avez un problème, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Vous n'arrivez pas à faire une marque assez puissante. Bon. Et vous vous dites, je vais recruter quelqu'un qui va le faire. C'est l'assurance d'un échec dans 100% des cas. En tout cas, dans notre expérience à nous, ça a toujours été un échec en disant, on va prendre quelqu'un qui sait faire et puis on va le laisser. Et ça peut être des gens de très grande qualité. Ça peut être des gens très bons, travailleurs, motivés, engagés. La réalité en tant qu'entrepreneur, c'est que si vous n'avez pas, vous, fait le travail vous-même, vous n'arriverez à rien. Vous ne parlerez pas le même langage, vous n'aurez pas la même culture, vous n'aurez pas les mêmes codes, vous ne saurez pas ce qui se passe. Donc moi, je recommande à tout le monde de faire le métier pendant 3, 6, 9 mois pour lesquels vous voulez recruter avant de recruter. Vous aurez une bien meilleure visibilité. Nous, on l'a pas fait au début en pensant que voilà, en recrutant tel ou tel poste, on allait régler le problème. La réalité, c'est qu'on a perdu du temps, qu'à la fin, c'est mon frère et moi qui avons fait le métier, qui avons appris. Et les recrutements suivants qu'on a fait sur ces métiers-là, on a été beaucoup plus efficaces et ça a fonctionné. Donc voilà, vous éviterez de perdre du temps, vous éviterez de décevoir quelqu'un. Vous avez que à y gagner. Hyper intéressant. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Crachez pas laquelle. Pareil. Si, j'en ai une. Maintenant, je peux la raconter. Un peu plus tôt que cette immatriculation en mars 2020, on a un premier angle, on sait qu'on veut faire le contenu. Et on part au début vraiment bête et méchant en se disant, on va apprendre le métier, donc on achète des caméras, on a des photographes, on fait le métier de base et on teste comme ça. Et puis, on évolue comme ça, tac, 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 pendant des mois vers l'automatisation complète. Et on lance un début de tour de financement en janvier ou en février, qui est après suspendu quand il y a le Covid, avec une première thèse qui n'est pas du tout la 3D. Et au milieu du tour de financement qui se passe, on cherchait un petit million d'euros, on cherchait 700 000 euros. Beaucoup d'argent à l'époque, parce que t'as rien, t'as ton pitch deck, t'as ta vision. Et au milieu, on avait la moitié en commit, on avait presque tout fini. On se regarde avec mon frère, on dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'on n'arrivera pas à scaler. On n'arrivera pas à faire la grosse boîte qu'on veut faire. On fera une très belle boîte qui fera 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on fera pas la très grosse boîte. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est le champion mondial français de la 3D pour le marketing. On a une très grosse ambition. Et du jour au lendemain, au milieu de la levée, on a changé complètement la thèse, complètement. On a acheté le pitch deck, on a refait un pitch deck en 24 heures, on a tout reconstruit. On l'a pas dit aux premiers investisseurs qui avaient commité sur le début du tour, on l'a dit aux suivants, et puis on a réussi à rassembler le tour en entier. Certains l'ont appris beaucoup plus longtemps. Bon, maintenant, tout le monde le sait, tout le monde est content parce que ça marche, et puis on a trouvé le market fit. Mais voilà, c'est l'anecdote que j'ai en tête où on s'est dit, il y a un truc qui va pas. On peut faire une belle boîte, mais on fera pas la boîte dont on a envie et on prendra pas le marché dont on a envie. Il faut être courageux, il faut faire un gros pari. On a eu de la chance. C'était quoi, le truc qui va pas? Écoute, c'était, on était sur un outil qui permettait d'avoir des shootings photos groupés avec une plateforme qui permettait de commander des briefs. Donc c'est super, c'est ce qu'a fait derrière Miro, ces boîtes-là. Tu vois, donc il y a un marché. Tu peux créer des boîtes dessus, même si Miro ça va moins bien qu'avant, mais tu peux créer des boîtes dessus. C'était pas l'échelle qu'on voulait. Et je me rappelle très bien de ce soir, on s'est regardé avec mon frère, on s'est dit, on le fait ou pas? On s'est dit, oui, on le fait, parce que voilà, notre conviction avait changé, on savait qu'on tenait le bon bout. Le timing était pas bon, parce que t'es au milieu d'une levée de fonds, t'as des mecs qui sont engagés sur un projet, ils t'en manquent, etc. Donc, un peu technique comme jeu de jambes. Ce qui est cool, c'est qu'à la fin, comme ça fonctionne bien, tout est pardonné. Mais voilà l'anecdote un peu sport qu'on a eue au tout début, vraiment au tout début de la boîte. Alors, quelle est la suite pour Mi? Écoute, là, on a vraiment réussi à identifier qui on sert le mieux. Les marques dont on a parlé, qui sont plutôt des grandes marques, mid-market. On a notre angle technique, on a un produit qui tourne très bien, on a quasiment plus d'incidents, de bugs, etc. Donc l'enjeu cette année, c'est de passer à l'échelle sur le business. On a déjà fait une très grosse croissance l'année dernière, on veut refaire une grosse croissance. Ça passe par accélérer sur la grosse, mais ça passe aussi par se lancer dans d'autres marchés. On est présent aujourd'hui dans 13 marchés, organiquement, sans avoir rien fait. On a un petit peu fait un peu de com au UK pendant un mois pour voir, mais bon, on a eu de l'attraction partout. Donc, on veut construire sur ça, sur le produit historique. Et puis, la next step, c'est
de venir rajouter une brique distribution. Aujourd'hui, tu génères ton contenu, tu le télécharges et puis après, tu vas le poster. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que tu génères ton contenu et qu'il soit en transparence avec ton canal de distribution. Donc, tu génères ta photo, ta vidéo, tu es connecté à ton Ads Manager, Instagram, Meta ou à ton Shopify et puis on distribue directement le contenu sur ton canal. Pourquoi ça fait une différence? C'est pas juste simplifier le flow, c'est juste qu'on veut maîtriser la data de la performance, de la distribution. Donc moi, je veux savoir, quand tu crées une photo sur fond blanc, une photo sur fond violet, laquelle des deux fonctionne le mieux. Ouais. Une fois que j'aurai ça, cette data-là, je la réinjecterai dans la génération. Donc on veut créer cette boucle vertueuse, c'est la roadmap de cette année. On est bien avancé, on a les premières briques, les premières fondations, et puis on contrôlera tout une fois qu'on l'aura fait, parce que on générera, on distribuera, et on réinjectera la data de la distribution dans la génération. Donc nos clients viendront, diront voilà, c'est ça ma marque, et puis après tout sera en autoplay. Ouais, et c'est hyper riche comme data et c'est l'intérêt de tout le monde que de laisser l'optimisation se faire automatiquement. Exactement. Quel invité est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101? Je sais pas, tu m'as dit que tu avais fait 50 et quelques podcasts, tu as déjà interviewé tout le monde. Il doit rester. Il doit en rester quelques-uns. Écoute, je pense à Daniel Marelli, je sais pas si tu le connais, qui est le fondateur très discret. Nous, il nous accompagne depuis le début, mais très discret de Deezer. D'accord. Et qui a un parcours incroyable, donc de l'ancienne garde, il est jeune, il a même pas 40 ans, mais de l'ancienne garde, puisqu'il est au tout début, il a 18 ans quand il lance Deezer, donc c'est vraiment le début d'Internet et du mobile ouais. En France et puis en Europe. Deezer, c'est 600 millions d'euros de chiffre. C'est une marque qui est connue partout en France et dans plein de pays en Europe et qui est très puissante au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est un mec qui s'exprime très peu. Moi, j'ai la chance d'échanger beaucoup avec lui en direct. Donc voilà, il a beaucoup de choses à raconter. Je pense que c'est un très bon invité. Et c'est un entrepreneur développeur. Donc très technique pour ton audience. Je pense que c'est intéressant. Ça a été le Chief Technology Officer de Deezer et le développeur de l'app Deezer pendant 10 ans, 12 ans. Eh ben, on le contactera. Ouais, tu peux le contacter de ma part. Tu me diras si ça prend. Mais je pense que c'est une discussion passionnante que vous pouvez avoir, surtout sur les sujets qui t'intéressent. Super. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Vous venez d'entendre Hugo Borenstein, cofondateur de Omi sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Marie Dourier, Data Scientist et Machine Learning Engineer chez Lyft, Netflix, puis 360 Learning, pour nous parler d'applications d'IA générative. À très vite.